Merci à vous deux pour vos présentations. Nous allons maintenant passer aux questions des sénateurs. J'aimerais vous entendre sur les pressions relatives au changement climatique en matière de migration dans le monde. Bien entendu, ça peut créer les conditions de famille, ça peut pousser les gens à quitter. Nous sommes également saisis de cet enjeu, c'est-à-dire de la relation entre les déplacements forcés et le changement climatique. La meilleure explication que je peux vous offrir, c'est en fait de percevoir le changement climatique comme un multiplicateur, un effet multiplicateur. Ça nous aide à mieux saisir cet enjeu. Les personnes fuient pour différentes raisons et nous observons dans nos cliniques, notamment en Amérique centrale et du Sud, où nous avons des cliniques le long de routes migratoires. Nous observons des personnes qui fuient parce que la réalité est telle que la terre n'est plus productive, n'arrive plus à nourrir les gens. On n'arrive plus à cultiver en raison du changement climatique. Ça crée une pression économique et ça force les gens dans l'impasse. Si on n'arrive plus à cultiver la terre, on n'arrive plus à assurer sa subsistance, alors on se doit de quitter. Il y a également d'autres interrelations complexes entre l'utilisation du sol et comment cela façonne les communautés. Toutefois, nous sommes très conscients du fait que, comme je l'ai dit, le changement climatique ajoute aux crises et on devra suivre ce phénomène de près dans les années à venir. J'aimerais vous entendre maintenant sur la situation, à savoir ça ne peut pas durer pour toujours. Je le sais que vous êtes motivé. Toutefois, il y a beaucoup d'abus, de violence envers les femmes. Alors, comment procéder? Comment agir? Oh, merci de votre question. Alors, nous avons déployé des efforts pour incorporer une réponse exhaustive en matière de violence faite aux femmes dans nos programmes. J'entends par exhaustif une réponse, donc une action médicale, vaccination, vérification pour les infections sexuelles, etc., soutien psychologique. Je dirais deux choses pour répondre à votre question. D'abord, les systèmes de santé dans le monde doivent intégrer cette violence fondée sur le genre et contre les femmes. Ça doit faire partie des services de santé accessibles à tous, partout, car nous savons que ce type de violence est un problème de taille, d'envergure, partout sur la planète. Deuxièmement, nous avons observé des écarts considérables dans les services de protection et dans l'accès au soutien juridique, à la justice. Nous sommes ici pour fournir les soins médicaux et sociaux, mais il y a des écarts. Une fois que cet élément est en place, les gens ont besoin d'abris, de refuges, d'avoir accès à des services de protection afin qu'ils ne retournent pas dans une communauté où ils sont en danger. Donc ça, c'est une lacune que nous observons partout dans le monde. On doit avoir une approche holistique lorsqu'il s'agit de violences fondées sur le genre et contre les femmes. Et cet élément de protection est trop souvent absent. Bien entendu, tout cela est en réaction à ce type de violence. Il faut mettre l'accent sur les programmes de prévention afin d'éviter tous ces problèmes en amont. Si nous devions donc demander au gouvernement du Canada de soutenir, et je ne vais pas vous dire dans quel domaine, mais quel serait ce soutien? Et je vais vous donner le temps d'y réfléchir, mais j'aimerais vous entendre. Le gouvernement se penche sur cet enjeu, mais pas suffisamment selon moi. C'est un vaste enjeu. Que suggérez-vous? Veuillez nous acheminer un complément d'information à ce sujet pour nos recommandations. Très bien. Je pourrais fournir une réponse plus longue, mais
d'entrée de jeu, il faut reconnaître que le gouvernement du Canada a fourni du financement pour la santé reproductive et la violence contre les femmes, donc je dois le reconnaître. Comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration liminaire, il y a un écart croissant entre les besoins et les ressources. Et je ne dis pas que le Canada doit être le seul responsable de colmater cet écart, mais il faut faire appel à d'autres bailleurs de fonds. Il faut également honorer les engagements pris par les autres partis. Ces problèmes relèvent de crises politiques et nous sommes là pour répondre aux besoins des gens. Nous ne pouvons arrêter les guerres et les bombes. Nous sommes des médecins. Cela incombe aux politiques. Alors, il faut mettre l'accent sur la diplomatie afin de résoudre ces crises. Selon les chiffres des Nations unies, on estime qu'environ la moitié des réfugiés du monde sont des femmes. En plus de leur état vulnérable, vous l'avez dit vous-même dans le Nord Kivu, par exemple, ces personnes déplacées sont exposées à des violences sexistes et sexuelles et qu'elles ont besoin de plus d'attention et de protection particulière. Selon vous, vous avez peut-être répondu tout à l'heure qu'au niveau de votre organisation, vous ne pouvez pas faire grand-chose par rapport aux conflits qui sont à la base de ces déplacements. Mais quelles sont les initiatives qui ont fonctionné ailleurs relativement à la protection des femmes réfugiées et qui pourraient être répliquées dans des zones comme le Nord Kivu ou le Soudan ou ailleurs? Comme je l'ai dit, au Nord Kivu, et c'est vrai ailleurs également, il y a cet écart croissant. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point les besoins humanitaires ont cru. On parle de 350 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. À l'heure actuelle, c'est une augmentation de 30 % en un an. On a parlé des crises multiples de déplacements forcés dans le cadre de notre discussion, notamment. Alors, il y a de nombreuses choses qui sous-tendent cette réponse inadéquate. Et je dois dire que le financement en fait partie. Il existe un écart important en matière de financement. On ne peut pas s'attendre à ce que le Canada soit la seule source de résolution à ce problème, mais mobiliser la communauté des pays donateurs, par exemple pour le Congo, les camps Rohingyas au Bangladesh, qu'il s'agisse du Tchad, du Soudan, du Sud-Soudan, la communauté internationale doit en faire plus. Le financement, c'est un élément de la solution, mais avoir des programmes efficaces, cela dépend aussi d'un accès humanitaire. Nous devons pouvoir avoir accès aux populations en détresse et dans le besoin. Et elles doivent pouvoir avoir accès à nous. C'est la contrepartie. Il y a toujours un rôle pour la diplomatie efficace. Il faut protéger l'espace humanitaire. Mais il faut également faire en sorte que la programmation efficace soit mise en œuvre par la communauté internationale. Et permettez-moi d'ajouter que cela comprend un axe focal sur les organisations locales, plus précisément dans l'espace de la violence sexuelle et genrée. Beaucoup des services offerts aux survivants et survivantes sont prodigués par des communautés locales. Et nous faisons beaucoup de travail pour mobiliser les groupes féministes, les groupes de femmes, les refuges et ainsi de suite, car ce sont souvent les organisations qui constituent l'échine dorsale des soutiens au logement, à l'accès à des juristes. Alors, Docteur, vous avez beaucoup d'expérience en matière de politique sanitaire mondiale. Que pensez-vous de la situation actuelle? Que pensez-vous de la gestion des déplacements contraints? Vous avez une expérience, si vous voulez, sur le terrain, dans le cadre de diverses crises. Pouvez-vous nous parler des défis associés à la prestation de soins de santé dans des zones de conflit et comment MSF s'y retrouve-t-elle
agissent-elles dans de telles situations? Est-ce que la situation a évolué? Est-ce que la crise est plus pointue que par le passé? Et ma troisième question, pouvez-vous conseiller le comité par rapport aux moyens par lesquels vous feriez un triage sur le plan de la contribution du Canada aux crises humanitaires? Quelles seraient les mesures à court terme? Et si vous pouviez avoir l'oreille du gouvernement du Canada, que lui diriez-vous? Quelle doit être la priorité au vu des ressources limitées? Ce sont là des questions existentielles. Alors, qu'est-ce que je pense de l'état de préparation actuel à des crises humanitaires? Je vais revenir à mon énoncé antérieur. Je ne suis pas certain que le monde comprend l'ampleur et l'étendue des crises dont on parle. C'est le premier anniversaire du début du conflit au Soudan. On parle de millions de personnes qui sont déplacées contre leur gré, dont des millions de personnes qui sont déplacées au Sud-Soudan, un pays déchiré par des conflits armés et des crises humanitaires depuis des décennies, ainsi que dans la République d'Afrique du Centre. J'y étais en 2022 et je puis vous dire que l'accès aux soins de santé est extrêmement limité. C'est un pays également touché par la crise. Et je pense aux gens qui se retrouvent dans la partie est du Tchad. L'accès aux services humanitaires est totalement insuffisante. Quel est l'état du système mondial actuel? Eh bien, nous avons trop peu de ressources. Nous sommes confrontés à des besoins grandissants et les crises sont de plus en plus complexes. Les besoins concernent l'assainissement, le logement, l'alimentation, les soins de santé, les moyens de subsistance, l'instruction. Enfin, il y a toute une foule de questions à prendre en charge de manière simultanée, car les crises sont simultanées. Je suis un professionnel de la santé. Évidemment, c'est le prisme que j'applique à ces crises. Mais vu les répercussions sur la santé publique mondiale, je pense qu'on peut être alarmé par la situation. Au sortir de la pandémie, on constate des éclosions de maladies infectieuses qui ne font l'objet d'aucune mesure. Le monde n'a pas comblé les déficits comme, par exemple, la vaccination contre la rougeole, la diphtérie, des choses totalement élémentaires. Pour le moment, nous réagissons à la plus grande éclosion de diphtérie de tous les temps dans l'est de l'Afrique. Et il y a également des éclosions de rougeole au Nigeria. On parle de centaines de milliers de cas. Je peins un tableau très triste, très sombre, mais la réalité, c'est que les besoins sont criants. Les gens fuient une situation instable vers un pays plus sûr. Il faut trouver un moyen de réagir, de répondre à leurs besoins. S'agissant de ce que je dirais au gouvernement du Canada, au service d'une amélioration de l'aide humanitaire, je préfère présenter les choses de manière positive. J'aimerais parler de quelque chose que le gouvernement canadien a fait, et c'est sa réaction à la crise des Rohingyas. J'ai été au Bangladesh, j'ai été en Malaisie récemment, j'ai été dans les camps de Cox's Bazar et j'ai discuté avec des Rohingyas, mais aussi avec la communauté internationale représentée sur place. Il s'agit d'une urgence humanitaire où le Canada est bien présent. On a nommé un envoyé spécial. Il y a une stratégie pour les Rohingyas qui étaye une série de recommandations et le Canada a joué un rôle de leadership important non seulement à titre de donateur, et cela demeure important, mais également comme partie prenante engagée qui tâche de trouver des solutions et présente un argumentaire visant à créer des voies humanitaires et toute une foule de mesures connexes. C'est ce que doit faire le Canada et à plus forte échelle. Il faut trouver le moyen d'être un bon acteur humanitaire, non seulement à titre de donateur, mais également
il faut jouer un rôle diplomatique utile qui nous permet, nous, comme organisation humanitaire indépendante, de faire nos travaux. Savez-vous pourquoi le Canada a si bien défendu les Rohingyas par rapport à d'autres crises? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation? C'est une excellente question. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision, manifestement. Je n'ai pas la réponse à votre question. Mais je crois que la réflexion est méritée, car la stratégie Rohingya est venue à échéance, je crois, à la fin du dernier exercice financier. Nous disons depuis lors qu'il faut reconduire ces efforts et j'espère que ce sera dans l'annonce du budget fédéral de demain. Or, il s'agit d'une réaction du gouvernement du Canada et je crois que ce sera un échec moral que de délaisser la population Rohingya, surtout à un moment où la communauté des donateurs internationaux se tourne vers d'autres crises et détourne le regard des Rohingyas. Il faut donc avoir un cadre plus élargi qui permet d'habiliter les humanitaires, mais qui permet aussi d'obtenir du financement humanitaire vers des organisations humanitaires qui peuvent effectivement prester les services localement. Il existe quelque chose qui vaut une réflexion, car ces déplacements forcés, ces crises de déplacements forcés sont manifestement très complexes. Il y a un aspect de prestation de services dont le besoin est urgent. Il y a aussi une crise politique qui exige une solution politique et ce n'est pas le rôle de la communauté des humanitaires, c'est le rôle de la diplomatie. Les deux, merci. J'aimerais moi aussi poser une question, si vous le permettez. Elle concerne le travail d'aide humanitaire des Nations unies et le dessaisissement des pays. Comment l'avez-vous ressenti lorsque les pays ont, par exemple, retiré leur financement à UNRWA, à Gaza? Et quelles mesures, quelles rambardes ont été mises en place pour assurer que ce genre de situation soit évitée, que l'aide humanitaire continue de vous être donnée en temps voulu? Je n'ai pas d'observation particulière par rapport à l'exploitation des activités d'UNRWA. Nous n'avons pas suffisamment de connaissances à titre d'organisation indépendante qui n'a aucun lien direct avec UNRWA. Ce que je dirais cependant, c'est que nous nous concentrons surtout sur la logistique de la bande de Gaza. Évidemment, c'est important, mais il y a aussi l'aspect politique, la création d'une solution de rechange à UNRWA à partir de rien, en faisant table rase, ça n'est pas réaliste, hein, ça n'est pas plausible. Il faut des points d'accès aux frontières et il faut augmenter l'aide humanitaire. Et il faut non seulement augmenter l'approvisionnement, mais également l'accès. Il faut distribuer l'aide. Il y a une réalité politique à cela et il faut avoir des garanties de sécurité. Il faut pouvoir compter sur le passage sécuritaire des travailleurs humanitaires. Et conséquemment, l'aspect de la sûreté, de la sécurité est primordial, mais évidemment, il y a l'aspect logistique et cela peut être extrêmement difficile à recréer. Simons, la Turquie, le Liban reçoit des millions de réfugiés. Ici, nous en recevons très peu. Toutefois, les Canadiens, notre pays, les Canadiens réagissent aux réfugiés. Là, je pense au passage au Québec. Bon, vous n'êtes pas politicien, mais que pouvons-nous faire pour faire passer le message de ce que vous observez sur le terrain, les besoins criants des gens? Les gens ne quittent pas leur foyer parce qu'ils décident d'aller chercher fortune ailleurs. Donc, bon, chaque endroit a ses problèmes. Moi, je suis une réfugiée moi-même, alors je connais cette réalité, je vois le lien. Et sa maison, c'est toujours le meilleur endroit sur Terre. Mais que pensez-vous que les politiques pourraient faire pour changer cette mentalité qui prévaut? Réponse. Si je peux me permettre.
Et je crois que ça a déjà été évoqué lors du dernier groupe. Les gens sont des gens, ils ne sont pas des chiffres. Alors, il faut humaniser la discussion. Dans ce contexte, mais également dans le contexte d'un dialogue public, le docteur Norman a parlé de la réalité des gens qui quittent le Liban par bateau. C'est ce qu'on constate ailleurs également, là où nous avons un bateau de recherche et sauvetage sur la Méditerranée, car c'est nécessaire. Les gens fuient le cycle de violence dans les centres de détention en Libye. Ils se sont retrouvés là parce qu'ils fuyaient une situation de violence ailleurs. Ils se retrouvent dans des embarcations de fortune et des milliers de personnes se sont noyées dans la Méditerranée. Les gens qui entreprennent ces voyages sont désespérés. Il s'agit de choix impossibles que les gens font. Lorsque j'étais en Malaisie au mois de février, c'est un peu la même chose là-bas. Les Rohingyas arrivent en Malaisie, certains par bateau, d'autres par voie routière. C'est extrêmement dangereux. Les gens fuient des conditions à Cox's Bazar et au Myanmar où ils font l'objet de violences, d'oppression, de persécutions. Leurs droits sont lésés. Et lorsqu'on leur demande ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, bon, je dois parler au nom de toute la communauté, mais les gens nous disent et m'ont dit à moi qu'ils souhaitent retourner à la maison. Ça, c'est fondamentalement ce que les gens souhaitent, retourner à leur terre, retrouver leur dignité, leurs droits. Alors, il faut humaniser le discours. Parler des chiffres, c'est important pour qu'on comprenne l'échelle du problème. Mais on parle de gens qui veulent jouir de liberté, d'avoir une meilleure vie pour eux, pour leur famille. C'est ce qu'ils et rebondir sur ce qu'a dit la sénatrice Jaffer, je suis également une réfugiée. Et l'appel de la maison, c'est très fort, l'appel du foyer. C'est un désir normal d'y retourner. Et puisqu'il y a autant de personnes déplacées dans le monde qui nécessitent notre aide, et bon, je suis assez pragmatique quant à cette question. Aucun pays conviendra d'augmenter de façon massive le nombre de réfugiés réinstallés. Et en fait, on a entendu que le Canada a vu ses chiffres diminuer. Alors, Dr. Norman, Dr. Nickerson, conviendrez-vous qu'il serait mieux que le Canada encourage les arrangements régionaux par le biais de l'ASEAN vis-à-vis les Rohingyas ou encore par le biais d'un accord comme celui de Quito entre la Colombie et l'Équateur pour normaliser la situation liée aux réfugiés vénézuéliens. Et dans une certaine mesure aussi, un peu comme ce qui se passe en Jordanie, croyez-vous que plutôt que de déraciner les gens, de les déraciner de régions où tout est différent, ne devrions-nous pas mettre l'accent sur l'installation, la réinstallation dans leur région et gérer un retour sécuritaire à l'échelle de la région? Quelle que soit l'option, il faut qu'elle soit digne et volontaire. Les personnes dans les communautés touchées doivent être consultées pour que l'on sache ce qu'elles cherchent. Un peu plus tôt, on a parlé de la situation en Libye avec les centres de détention, etc. Et la réalité, c'est que énormément de financement en provenance de l'Europe a soutenu la garde côtière du Libye et ses centres de détention. Conséquemment, je crois qu'il faut faire une mise en garde. Les pays comme le Canada doivent garder un œil sur ces situations, en ce sens que les solutions régionales ne doivent pas non plus être assimilées à un resserrement aux frontières. Il y a un véritable potentiel de pente savonneuse.
l'externalisation des frontières, dire aux gens, vous devez aller à tel endroit et y rester, vous ne pouvez pas avoir accès à des parcours de demande d'asile parce que vous devez rester dans une région ou un pays, et ainsi de suite. C'est carrément bafouer la dignité et les droits des personnes qui ont droit de présenter des demandes d'asile. Nous l'avons vu. Dans certains cas, la situation est totalement dérapée. Nous sommes une des rares organisations internationales qui a travaillé à l'intérieur des centres de détention en Libye et nous avons des programmes médicaux depuis de longues années. Certains de ces projets arrivent à échéance en raison d'un manque d'accès, mais je signale car les conditions sont absolument aberrantes. Alors, quelles que soient les solutions, il faut garder à l'esprit que cela doit se faire en consultation avec les communautés touchées et les principes de la dignité et du caractère volontaire du choix doivent rester au centre des préoccupations. Merci à nos témoins. Je souhaite sincèrement vous remercier tous les deux d'avoir assisté à cette séance.